Mélodie et merci beaucoup de participer à ce projet. Je Bonjour. te laisse me dire qui tu es et ce que tu fais actuellement. Alors, combien d'heures on a? Non. On va essayer de tenir dans l'heure. Non, bien sûr. Je rigole. Donc, je m'appelle Mélodie. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je suis salariée dans une grande entreprise. Donc, je travaille dans le marketing communication. Et au sein de cette entreprise aussi, j'ai créé une communauté sur la neurodiversité. Donc, au sein de mon entreprise, voilà, pour échange entre pairs, entraide et faire connaître le sujet. Et puis, donc, également en dehors de mon entreprise, moi, j'ai d'autres activités. Donc, je fais notamment de la sensibilisation. Enfin, je suis conférencière sur toujours le sujet de la neurodiversité. J'ai un podcast aussi. J'ai écrit un livre. Et donc, j'ai aussi mon entreprise pour accompagner les, les- les associations, les écoles, les entreprises sur le sujet de la neurodiversité. Et à titre plus personnel, selon les différents tests et diagnostics que j'ai pu faire, donc j'ai un très haut potentiel intellectuel, je suis sur le spectre de l'autisme et j'ai également un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Voilà pour tout ça très rapidement. Ouh, mais c'est assez cohérent finalement. Tu fais plein de choses autour des choses qui t'intéressent. Exactement. Et du coup, ton diagnostic, est-ce que c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps ou est-ce que c'est récent? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, on va dire, parce qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, un peu par hasard, d'ailleurs, je m'étais posé la question du haut potentiel intellectuel suite à un échange avec un collègue qui m'avait dit, mais toi, est-ce que tu ne serais pas concerné? Puis bon, comme je dis souvent quand je raconte ça, j'ai eu les beaux stéréotypes parce que j'ai répondu bah non, je suis nulle en maths. Puis après, j'ai dit bah peut-être dans la famille, ce serait plutôt mon frère. Donc voilà, j'étais bien dans les cases. Et je me suis dit, je vais passer le test parce que visuellement, en fait, j'ai une espèce de petite ampoule qui s'est allumée. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le faire parce que comme ça, je vais avoir une réponse négative et je vais pas me prendre la tête en me disant que c'est peut-être une réponse à certaines de mes questions. Donc, je l'ai vraiment fait dans cet état d'esprit-là. Certaines personnes chez passent du temps, hésitent, etc. Moi, je me suis dit, bah, je veux le faire, comme ça, je vais évacuer ça. Sachant qu'en parallèle, je me suis énormément renseignée. Je pense que j'ai lu 12 000 bouquins ou je sais pas combien. Enfin bref, tout ça. Et donc, j'ai passé le test. Bah, le résultat a été de dire que j'avais un très haut potentiel intellectuel. Et du coup, ça m'a pas vraiment apporté de réponse, plutôt des questions. Et sachant qu'à l'époque, quand moi, j'avais parlé de mon hypersensibilité, de mon hyperesthésie, donc au niveau de sensibilité, notamment dans mon cas à la lumière, au bruit, etc., bah, le psy à l'époque m'avait un peu tout mis sur le côté, bah voilà, c'est le HPI, ça explique tout ça. Bon, j'étais pas forcément convaincue, mais j'avais pas forcément plus d'éléments de compréhension et je suis restée avec ça. Et plusieurs années plus tard, en fait, bah, voilà, moi, j'avais en parallèle commencé à faire pas mal de choses sur ces sujets-là et je m'interrogeais quand même, alors, notamment sur l'autisme, parce que je voyais qu'il y avait pas mal de choses qui, on va dire, qui cochaient les cases, même si ce n'était pas les cases classiques, parce que étant une femme, c'est toujours plus compliqué. Et je m'en suis notamment vraiment rendu compte et interrogée à la naissance de ma fille parce que, alors évidemment, enfin, comme tous les parents, on est fatigué à la naissance d'un enfant, mais là, je sentais que c'était une fatigue qui était aussi cognitive. Et en fait, maintenant je le comprends, mais derrière, c'était que j'arrivais plus autant à masquer et tous les systèmes que j'avais mis en place et qui fonctionnaient pendant des années et bah, ne fonctionnaient plus parce que j'avais plus l'énergie nécessaire pour les mener à bien. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais peut-être aller tester d'abord le trouble du spectre autistique en trouvant voilà, une spécialiste qui connaissait bien le sujet chez les femmes parce que, évidemment, ça Et rentrait pas dans les. Comment? c'est compliqué à trouver en plus. Voilà, exactement. C'était compliqué à trouver. Alors, heureusement, j'avais quelques amis qui avaient déjà fait des tests, qui ont pu me conseiller quelqu'un de bien, qui m'a expliqué aussi qu'en effet, bah, certains de mes résultats étaient pas forcément ce qu'on attend parce que les tests sont faits sur des petits garçons et que du coup, voilà, les filles masquent plus et tout. Et en parallèle, en fait, le psy m'a posé la question, aussi le neuropsychiatre, du TDAH. Auquel j'avais pas forcément pensé pour moi, comme quoi. Et en fait, bah, suite aux échanges avec les différents spécialistes bah, et les différents diagnostics aussi, enfin bref, c'est un long process. Bah, il se trouve que à la fois,
TSA et TDAH. Oui, il y en a quand même beaucoup que Oui, j'ai interviewé. Et puis finalement, c'est très imbriqué. Et tout à fait. Mm. il y en a qui, enfin, et jusqu'à pas longtemps, c'était censé être impossible d'avoir les deux. Donc ils ont changé leur avis. Exactement. Exactement. Et la difficulté, en fait, c'est que si on cherche, enfin, par exemple, je sais pas, du jaune sur le TDAH, du bleu sur l'autisme, et du coup, quand on est vert, entre guillemets, et ben, c'est d'autant plus difficile quand on n'a pas des personnes en face qui connaissent bien ces sujets-là, quoi. Mm. Et donc aujourd'hui, tu as plein d'activités. Donc tu as une activité salariée, une activité de formatrice, de conférencière, de consultante. Tu fais un podcast. Et du coup, comment tu t'organises dans une semaine? Parce que ça fait beaucoup de choses. Alors, on me pose souvent la question. J'ai envie de dire, je sais pas trop, mais ça le fait. Non, mais je pense qu'en fait, ce que ça m'a permis aussi, mes différents diags, c'est de mieux me connaître, me reconnaître et d'être bienveillante avec moi-même. C'est-à-dire que avant, je pouvais bloquer sur une tâche parce que bah, parfois paralysie par rapport à certaines choses, trop de choses à faire dans tous les sens et c'était compliqué pour moi. Maintenant, je m'en veux pas quand je le fais et je me dis, je vais pas forcer, je vais faire autre chose. Et le fait justement d'avoir plusieurs activités m'aide aussi à varier et donc selon mon niveau d'énergie, le moment, etc., j'arrive à gérer. Après, je sais que j'ai une capacité de rapidité aussi d'exécution bah, qui m'aide, hein, tout simplement. Enfin, dès lors que je suis dedans, difficile c'est toujours de démarrer. Mais une fois que je suis dans la tâche, ça peut être beaucoup plus rapide apparemment que la norme, enfin, parce que moi, j'en avais pas conscience avant qu'on me le dise, hein. Donc voilà. Et après, je pense que ce qui peut être aussi parfois contre-intuitif sur ce genre de profil, ce que j'ai pu constater en tout cas, c'est que euh, on pourrait avoir l'impression que le fait que je fasse plein de choses en plus, ça va m'ajouter une charge et du coup, il faudra en enlever pour être plus efficace. Dans mon cas, parfois, c'est le contraire. C'est-à-dire que le fait de faire plein de choses différentes va me redonner l'énergie pour la redistribuer sur d'autres sujets. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours intuitif. On se dit, bah non, si t'en as trop, t'en enlèves et ça ira. Et alors, en fait, si on m'en enlève, bah parfois, je suis encore moins performante, alors que si on m'en rajoute, bah peut-être plus performante. Donc, ça aussi, je pense que c'est assez mystérieux parfois. Oui, et du coup, tu travailles, enfin, dans ton travail de salarié, tu travailles combien de jours par semaine? Je travaille tous les jours de la semaine. Donc, en fait, mes autres activités, soit je les fais le soir, le week-end ou pendant l'heure du déj. Voilà, après, Ah oui, donc t'es vraiment très occupée. c'est ça. Et puis, j'ai une petite fille aussi qui a 4 ans, donc ça occupe aussi le soir et puis la journée. Mais ouais, ouais, tout à fait. Mais après, parfois, ça peut être juste de passer 5 minutes dans la journée. Ça me fait une pause par rapport à mon job salarié. Et je pense à quelque chose, un truc de podcast, machin, etc. Et voilà. Donc, je bois pas tant de café que ça. Je ne fume pas. Donc, en fait, mes pauses, je peux les faire comme ça. Et du coup, est-ce que depuis que tu sais que tu as tes doubles diagnostics, est-ce que tu as modifié ta façon de travailler? Est-ce que tu as demandé des aménagements? Ou est-ce que tu fais tout, enfin, tu t'organises toi-même? Alors, bah, plusieurs choses. Alors, ce qui a été difficile pour moi, alors même si j'ai évoqué la question des aménagements, mais c'est difficile parce que ayant toujours fonctionné, en fait, c'est plus que maintenant je me rends compte de ma fatigabilité et de l'énergie que ça me prend. Et donc, c'est comment je peux baisser l'énergie. Déjà, moi, je sais que le télétravail, ça m'aide énormément parce que bah, ça m'évite d'être sursollicité, ne serait-ce que dans les transports, etc., etc. Donc, le fait que ça, je puisse en faire, c'est d'une grande aide pour moi. Après, dans mon cas, c'est vrai que suite au diagnostic du TDAH, j'ai aussi une médication, alors que je ne prends pas tous les jours, mais c'est vrai que bah, quand j'en ai besoin, quand j'ai des grosses journées bien chargées, j'en prends et ça m'aide aussi beaucoup. C'est sûr, je vois la différence. Donc voilà, il y a tout ça. Puis après, je pense que, en tout cas, dans ma partie activité salariée, euh, c'est de l'humain, c'est-à-dire que c'est par rapport au manager, à la façon dont ça peut se passer. Et bah, quand ça se passe bien et c'est fluide et c'est compris, bah, voilà. Après, moi, je suis sur un niveau de poste qui fait que je peux m'auto-gérer. Donc, bah, parfois, ça peut m'arriver de me dire, bon, bah, là, je vais rebosser ce soir parce que j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire dans la journée, parce que voilà, je bloquais pour X raisons. Et puis, bah, c'est OK aussi. Enfin, Donc, ça me permet aussi cette liberté-là d'organisation, de pouvoir mieux me cadencer par rapport à mon rythme. Donc, tu as l'air de quand même bien te connaître.
Peu à peu. C'est un long process. Mais j'essaye en tout cas. Mais ouais, ouais, je pense qu'au-delà de bien se connaître, c'est aussi, en tout cas pour moi, la clé, c'est vraiment enfin, la bienveillance avec soi-même plutôt que me dire, ah, t'y arrives pas, pourquoi t'y arrives pas, ou pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent avoir l'air simples pour d'autres qui pour moi sont compliquées, et vice-versa. Et c'est là-dessus ne pas m'en vouloir si c'est pas toujours le niveau de perfection que je souhaiterais parce que je suis très exigeante avec moi-même et ça, j'essaye d'en sortir un peu, quoi. Et dans ton entreprise, du coup, tu n'as pas du tout parlé de ton diagnostic. C'était pas Alors, nécessaire. j'en ai parlé récemment parce que j'ai fait la demande, enfin, j'ai eu suite au long process, la RQTH, donc je l'ai déclaré. Voilà, j'en ai parlé. Après, c'est là où je disais, quand on me demande bah, de quoi tu aurais besoin ou pas besoin, c'est pas encore évident pour moi de le dire, si ce n'est voilà, des petites choses. Parce que j'apprends aussi à voir là où moi, ça me demande de l'énergie, là où c'est compliqué, etc. Euh, donc ça, c'est vrai que j'en parle pas tant que ça dans le sens où j'ai l'impression que j'arrive à gérer. C'est des sujets aussi qui ne sont pas toujours évidents. On sait pas trop comment en parler, à qui, pour dire quoi. Mais en tout cas, je me prive pas de le faire si j'en ai besoin, quoi. Et tu télétravailles tous les jours ou t'as des... c'est Non, tout, non, non. Je suis en général 3 jours de télétravail et 2 jours sur place. Euh, voilà, après, encore une fois, c'est fait en bonne intelligence. Si j'ai besoin d'être là plus sur place, eh ben, j'y suis plus. Et si parfois, parce que j'ai eu, je sais pas, un déplacement une journée où, je sens que j'ai vraiment besoin de rester un peu plus chez moi parce que c'est compliqué, bah, je vais le demander et puis on peut s'arranger, quoi. Mais en général, c'est 2 jours sur place et ça me va bien. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton travail, enfin dans tout ce que tu fais, parce que tu fais tellement de choses. Attention, Bah, on n'a pas une heure. ouais, non, non, bien sûr. Bah, la variété, déjà, tout simplement, voilà, pour résumer, je dirais ça. La variété et le fait, bah, voilà, j'ai mon travail tous les jours, donc moi je suis manager, j'ai mon équipe, je travaille à l'international, donc c'est vrai que enfin, moi, voilà, ça me stimule, c'est intéressant sur des projets hyper complexes. Sur ce que je fais aussi à côté, sur la partie neurodiversité, bah, que ce soit la partie sensibilisation, enfin accompagnement des entreprises ou la partie coach aussi pour les personnes, bah moi c'est aussi ça qui fait sens dans le sens où ça aide concrètement. Enfin, je vois aussi des résultats sur le bien-être des personnes et tout. Donc ça c'est quelque chose qui me booste beaucoup. Ou quand je vais, je sais pas, donner une conférence dans une entreprise et que je vois qu'après ça fait changer leur mentalité, ou j'ai des gens qui me contactent à part en me disant ah bah j'ai vu ça, ça me fait penser à moi ou mon enfant ou autre. Je me dis bah voilà des petits pas ça fait progresser tous ces sujets qui me tiennent énormément à cœur. Et puis aussi, dans mon entreprise, bah, je prends la parole et j'accompagne aussi quand je peux, quand on me sollicite. Et puis c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai cofondé un collectif interentreprise, donc avec d'autres personnes qui ont fondé des communautés similaires dans leurs entreprises. Et ça aussi, c'est important parce que ça permet de s'entraider et de voir comment le sujet avance en France dans les entreprises. Ça, c'est vraiment bien. En plus, il y a une espèce de saine compétition parce que parfois les entreprises aiment bien ils demandent toujours des benchmarks. Donc, si tu C'est leur ça. dis, regarde comment nous on fait, et en fait, ça fait une espèce de, pas compétition, émulation, c'est peut-être le. Émulation, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, sur ces sujets-là, moi, c'est vrai qu'on me pose parfois la question en disant, ah bah enfin, ou des coachs ou des gens qui font des conférences, etc. Il y en a quelques-uns, mais enfin, du coup, la compétition, la concurrence et tout. En fait, je dis, mais moi, je le vois pas du tout comme ça parce que plus on sera, enfin, je veux dire, le sujet est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire, on est tellement en retard aussi en France que plus on est, enfin, au contraire, c'est top, quoi. C'est génial. Enfin, ça veut dire que peu à peu, on avance là-dessus, quoi. Et tu travailles donc dans la communication et le marketing, et est-ce que tu as l'impression que la façon dont tu réfléchis peut te donner ou des avantages ou une façon différente de faire? Alors, tu as dit que tu travaillais très vite quand tu étais lancé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, je dirais aussi, alors pareil, tout ce que je dis, c'est des retours que j'ai pu avoir, parce que moi, j'en ai pas forcément conscience, encore une fois, voilà, c'est difficile de savoir là où on est perçu comme différente. Sur la partie créativité, ça, c'est des choses qu'on m'a souvent dit, quel que soit le sujet, en fait, s'il faut, sur un projet, avoir une idée un peu différente, ou voilà,
on va se tourner vers moi. Enfin, désormais, en tout cas, on se tourne vers moi souvent en me disant, bah voilà, toi qui as toujours des idées un peu créatives, originales, et puis etc. Donc, voilà, visiblement, cette capacité je sais pas, à faire des liens avec des points que peut-être d'autres voient moins facilement, je ne sais pas. Donc ça, la rapidité, ça c'est vrai, parce que c'est vrai que bah, encore ce matin, j'avais un échange où on me disait, mais cette presse là que tu nous as envoyée, mais depuis quand tu travailles dessus? En fait, bah non, je l'ai faite en 1 heure, mais c'est juste que c'était dans ma tête, mais j'avais pas encore passé, enfin, je l'avais pas passé de ma tête au PowerPoint, et c'est ça qui mettait le plus de temps, en fait. Et voilà, donc ça, c'est des choses sur mon fonctionnement, qui peuvent étonner, ou après, en face... voilà, donc je sais qu'il y a là-dessus et sur le côté organisé. C'est-à-dire que si je dois faire, je sais pas, une synthèse de quelque chose ou même récapituler, en général, on me dit que je suis hyper organisée, hyper pédagogue et claire. Après, je pense que pour moi, c'est juste que je donne les informations comme j'aimerais les recevoir, tout simplement. Mais je porte une attention particulière à ça. Et après, je dirais un dernier point aussi. Alors, peut-être le mot empathie est galvaudé, donc c'est peut-être pas le bon, mais bah, encore une fois, comme moi, je suis hyper vigilante sur les besoins des personnes, enfin, que ce soit les besoins des personnes que je manage ou des personnes avec lesquelles je travaille, j'ai aussi toujours cette attention-là sur quel est le besoin pour être ben, le ou la plus performante possible et qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc, j'ai toujours aussi cette écoute ou cette vigilance-là qui, bah, apparemment, est pas non plus toujours là. Je sais pas. Oui, ce que j'allais te demander, si tu manages une équipe, c'est pas toujours évident déjà de manager une équipe Mm. en général. Après, si du coup il y a parfois des loupés au niveau de la communication, est-ce que ça te pose problème ou t'as trouvé une façon de faire qui finalement fonctionne? Alors, je ne sais pas si la façon de faire fonctionne, je pense qu'on peut toujours améliorer, mais en tout cas, j'essaye toujours de prendre des retours justement là-dessus. Je pense que de mon côté, ce que j'ai comme retour de mes équipes, c'est qu'ils apprécient ma transparence, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que bah, voilà, il y a quelque chose, enfin, enfin, j'ai pas de côté politique, entre guillemets, ou langue de bois ou autre. Enfin voilà, il y a des choses, je l'ai dit. Euh, et j'essaye de le faire voilà, de façon la plus claire, la plus nette possible. Euh, donc ça, c'est voilà, ça c'est déjà quelque chose. Après, sur la partie management, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi, moi de mon côté, après, où comme j'ai une attention exacerbée à plein de petits détails, de choses, etc. Du coup, le non-verbal, même en visio ou autre, au-delà des trucs, parfois c'est moi-même, je pense, qui peut me prendre la tête toute seule en me disant, ah ben là, j'ai dit ça, la personne a répondu ou réagi comme ça, alors est-ce que ça veut dire que, est-ce que je dois vérifier que, etc., etc. Mais je pense que c'est plus moi peut-être qui me rajoute une charge mentale par rapport à tout ça, parfois, voilà, pour être sûr que l'alignement soit optimal, quoi. Oui, parce que tu as le souci de bien faire, hein, et du coup, tu es très attentive. Voilà, et puis à l'inverse, quand moi je suis bah, par rapport à ma manager, et ça c'est un retour qu'elle m'avait fait aussi, j'hésite pas à poser des questions, là où peut-être parfois d'autres bah, le font pas ou je sais pas, mais moi si j'ai pas compris ou si le truc est pas clair, bah, je demande et je redemande et pour que ce soit hyper clair sur bah, voilà, les priorisations, ce qu'il faut faire, etc. Mais c'est plutôt bien vu au final parce que au moins on est sûr d'être aligné et d'éviter bah, des couacs potentiels, quoi. Euh, Donc, tu as parlé de ce que tu aimais. Est-ce que tu as des points auxquels tu fais particulièrement attention de vigilance? Donc, tu as parlé de la fatigabilité, de pas forcément, pas t'enlever trop de choses parce que finalement, tu es plus performante si tu as plus de choses à faire que moi. Mm. Est-ce que tu as des ressources, des personnes ressources ou des ressources physiques ou des choses qui t'aident dans une semaine ou dans la journée? Alors, personne ressource, bah, mon mari, hein, c'est bête à dire, ma fille, enfin, c'est ça, mais ça permet aussi voilà, de déconnecter. Enfin, mon mari aussi, ayant un profil atypique, on se comprend sur certaines choses, même si on ne le vit pas du tout pareil, donc c'est intéressant. Après, moi, je sais que le fait d'avoir on a déménagé il y a un peu plus d'1 an, notamment pour être plus près de la nature. Et ça, c'est quelque chose moi, dont j'avais vraiment viscéralement besoin, parce que ça m'apaise énormément par rapport à, voilà, avant, j'étais
sur Paris. Alors là, j'y suis toujours pour le travail, mais en tout cas, j'ai ce moment-là où quand je suis en télétravail aussi, rien que le fait de voir un arbre ou des arbres plutôt, moi, ça me fait beaucoup de bien cognitivement. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Après, sur les choses qui peuvent être difficiles, je sais que, par exemple, dans mon travail de salarié, comme je travaille à l'international et autres, on a beaucoup de visio, beaucoup de réunions. Ça, c'est des choses qui, parfois, ça peut être compliqué pour moi de garder l'attention. Donc, c'est vrai que je peux avoir la médication qui peut m'aider sur le TDAH, mais parfois, ça suffit pas. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes, parce qu'après, je les relis pour voir les actions et tout. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose où parfois je me perds parce que une urgence peut en chasser une autre. Et donc là, voilà, moi-même, il faut que je refasse le point et que je prenne ce temps-là. Sinon, je risque de m'éperpiller ou de me perdre un peu avec ce qui n'est plus, ce que je vais plus avoir en tête et ce que je vais oublier. Mais ce qui fait aussi que parfois, j'ai 12 milliards de trucs ouverts ou des onglets parce qu'à chaque fois, c'est pour y penser. Jusqu'à ce que Internet crache et puis je perds tous mes onglets et là, c'est le drame. Et puis en fait, après, non, c'est pas le drame et puis c'est pas grave. Mais tu sais il y a des études qui montrent hein, que l'attention de n'importe qui, c'est 90 minutes maximum en visio. Donc, c'est Mm. pas, il faut pas non plus, si tu fais trois visios à la suite, Ouais, la majorité voire des gens plus. décrochent. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens à qui j'ai parlé, il y a cette notion aussi de ce que j'appelle la surperformance autistique. C'est-à-dire que on doit tout bien faire et c'est même pas conscient, je crois. Mm. On dit un truc, c'est ton enfant doit dormir la nuit. Ah, mais il doit dormir la nuit. S'il dort pas la nuit, c'est que je suis nulle. Et enfin, j'exagère, hein, mais j'ai Pas tant remarqué que ça, pas tant que ça. qu'il y en a quand même pas mal à qui j'ai parlé qui ont malheureusement fait un burn-out à cause de ça. Mm. Et c'est vrai qu'ils expliquaient qu'ils avaient du mal à décider euh, ce qui suffisait. C'est-à-dire, est-ce que la performance est suffisante ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Et en fait, parfois, toi, tu le sais, tu es manager, tu demandes à des gens certains niveaux de performance à différents moments. Tu leur dis, bon, ça, tu fais vite fait, Ouais. euh, ça, tu le fais bien et ça, tu le fais super bien. Enfin, je pense que Mais dans ça, ton ça, travail, je me l'autorise pas. Ça, c'est clair que voilà. là-dessus, et je suis vigilante, et c'est vrai par rapport au burn-out, en ayant déjà fait il y a plusieurs années, c'est ce côté-là où être capable, mais maintenant je suis capable de reconnaître les signes. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant j'arrive à contrer ça, hein, on va être très clair, mais j'arrive à le verbaliser et à m'en rendre compte parce que je sais que, bah, oui, si j'ai des tâches à faire, bah, je vais vouloir toutes les faire et toutes bien les faire, et que bien les faire dans ma définition est peut-être pas la même définition que d'autres. Et du coup, ça peut parfois être complexe. Et parfois, ça peut en plus avoir l'effet inverse, parce que ça fait un peu passer par l'espèce de syndrome de la bonne élève, alors que c'est pas tout à fait ça qui joue, en tout cas pour moi. C'est pas tant le fait de faire bien pour avoir la reconnaissance, pour être une bonne élève, parce que en fait, c'est juste que je sais pas, enfin, je sais pas faire autrement, parce que pour moi, si je le fais pas bien, ça sert à rien de le faire. Et Non, mais tu l'expliques vraiment bien parce que c'est ce que les autres l'expliquent. Enfin, ce qui transparaît quand même des conversations, c'est cette notion de, je sais, moi j'ai un enfant qui est comme ça, il dit non, mais soit c'est parfait, soit je fais pas. Et, et du coup, soit ça bloque la personne et elle le fait pas, soit c'est elle part ça. dans un truc où ça va devenir énorme alors que parfois c'est petit. Et, Mm. mais c'est intéressant que tu le vois pour tes équipes, mais donc en fait, tu pourrais te manager toi-même. C'est ça, j'en suis pas encore là, mais j'en ai conscience, c'est déjà ça. Et c'est comme le fait aussi d'en parler tout à l'heure, de ce qu'on exige, c'est-à-dire que le fait pour moi enfin, de mes équipes ou les gens avec lesquels je travaille, de se dire que, bah, OK, il y a des gens, on peut pas tous les jours être performant à 100%, à 150%, ou j'en sais rien. Mais ça, c'est quelque chose que je m'autorise pas forcément encore. Maintenant, j'arrive à le verbaliser en me disant, OK, aujourd'hui, bah, tu as eu un blocage ou tu n'as pas été assez performante. Bah, tu as été peut-être qu'à 80%, et pour moi, déjà, c'est pas beaucoup. Mais c'est OK. Et ne t'en veux pas, bah, demain, tu rattraperas. Et c'est pas demain, c'est après-demain. Et en fait, je pense que ça, je le lis aussi. Et encore une fois, j'en ai conscience. J'ai pas la solution forcément, mais j'en ai conscience à la notion du syndrome de l'imposteur, qui est que parfois je fais des choses et je me dis, ah, là, je suis vraiment pas contente de ce que j'ai fait, ou ça pourrait être mieux. Et en fait, le retour est, bah non, c'est bien, ou c'est top, etc. Je me dis, bon, bah, ça passe cette fois, ok.
Et voilà, maintenant, je suis dans le cas où je me dis, bon, alors c'est peut-être que mes niveaux d'exigence, je peux aussi parfois les baisser. Mais ça, c'est compliqué quand c'est ancré. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que visiblement, la norme et l'injonction, elle est intérieure. C'est pas Oui. la majorité des gens à qui j'ai parlé, c'est pas l'entourage ou c'est pas le manager, c'est, ça s'est mis à un niveau et puis c'est très difficile de montrer qu'en fait la moyenne des gens est là et que là tu vises, enfin Mm. c'est Bah, quasi. sachant qu'après, ouais, c'est ça. Et sur certains points, alors je sais qu'alors ça, c'était il y a pas mal d'années maintenant, où quand j'étais sur un job, et justement à l'époque, on m'avait dit, euh, tu travailles trop vite, mais c'était vu comme négatif. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, mais c'est forcément que tu as bâclé. Et donc, en fait, les gens ne croyaient pas que je travaillais vite et qu'en fait, bah non, le résultat était bon. Donc, je m'étais mise à l'époque à rendre les choses enfin, en attendant, en traînant. Enfin, le truc était fini, mais je traînais. Et du coup, je faisais d'autres choses à côté. Parce qu'en fait, je savais que si je le rendais dès que je l'avais fini, bah, on allait me dire non, non, mais ça peut pas être bon parce qu'en fait, c'est trop rapide, tu l'as bâclé. Donc, en fait, je masquais en faisant semblant d'aller moins vite pour pas faire peur en face. Enfin, c'était un truc un Ça peu doit pas être tordu. les meilleures conditions pour travailler quand même. Voilà, mais ça, j'ai arrêté de le faire, mais ou en tout cas, après, j'ai compris, bah, ok, ce temps-là, je vais pas, à l'époque, en tout cas, je me disais, bon, bah, je vais essayer de plus culpabiliser et bah, ok, je vais le passer à autre chose parce que, bon, bah, je vais attendre peut-être 2 jours pour rendre ce truc-là parce que sinon, ça va pas être bien vu. Bah, ces 2 jours-là, je vais peut-être les passer pour faire des choses qui, moi, vont me nourrir ou sur d'autres sujets qu'on m'a pas demandé, etc., quoi. Oui, mais en fait, ça explique aussi pourquoi tu fais plein de choses. C'est que finalement, comme tu as des choses à faire, mais au rythme, on va dire, normal, bah, tant que tu dégages du temps, tu peux faire des choses pour toi qui t'intéressent et tout le monde est content. Finalement, l'entreprise, elle récupère tout ce que tu dois faire, voire plus. Et toi, tu te stimules avec d'autres choses. Alors, oui, il y a ça parfois, mais même parfois, je dirais que plus on m'en demande, par exemple, si je suis sur une période de tension, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire côté entreprise, ça va pas m'empêcher de continuer ce que je disais, c'est qui est peut-être Ça te contre-intuitif à détend. côté, parce que c'est ça aussi qui va me donner cette bulle d'oxygène. Donc, parfois, le plus ou le trop peut amener le trop. Donc, c'est là où il faut être particulièrement vigilant sur où est-ce qu'on fixe la limite, notamment par rapport aux questions du burn-out, quoi. Ouais. Alors, la question cliché, mais quel est le cliché qui t'embête le plus au sujet de l'autisme? Toi qui les combats de différentes façons. Il y en a tellement des clichés. Je pense que, en tout cas, je dirais à l'inverse, c'est enfin les phrases qu'on peut entendre, genre bah non mais toi t'as pas l'air autiste, enfin ça voilà classique, parce que bah, tu regardes les gens dans les yeux, parce que tu es à l'aise pour communiquer, parce que et en fait je pense que les gens réalisent pas sur certaines choses ça peut m'être plus facile, mais sur d'autres c'est très compliqué. Mais ça les gens le voient pas. Et donc ça ce fameux-là où bon voilà on est tous et toutes autistes. Ça, c'est tous un peu autiste. Ah oui, mais ce que tu dis là, oui, moi aussi, je peux être timide dans certaines situations, etc., etc. En fait, je pense que pour moi, sur le côté, c'est la non-reconnaissance euh, de quelque chose, bah, en plus qui, dans mon cas, a été enfin, diagnostiqué, etc. Et c'est la non-reconnaissance. C'est-à-dire que si ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, ça ne se conçoit pas. Et donc, je trouve que ça, c'est particulièrement violent, en tout cas pour moi, parce que c'est nier aussi bah, voilà, ma réalité et quelque part, le côté, bah, quand je me sens pas à l'aise et que je vais masquer, du coup, j'ai peut-être pas l'air autiste. Et quand je me sens peut-être un peu plus à l'aise et que je vais moins masquer, bah là, on me dit, bah tiens, t'as l'air bizarre aujourd'hui. Enfin, donc c'est une espèce de double injonction Ça, c'est vraiment. contradictoire qui est pas évidente. Donc ça, ouais, ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi. Après, ouais, sur les clichés, je pense que ça, c'est en tout cas les choses principales pour moi que je rencontre et qui sont pas évidentes. Après, il y a des choses sur lesquelles c'est quelque chose que moi je vois notamment sur tout ce qui est bah, en entreprise, la politique en entreprise ou les stratégies ou les choses comme ça, enfin que ce soit en entreprise ou en dehors du reste, c'est quelque chose. Alors je veux dire que je ne comprends pas. Enfin, je le comprends parce que je comprends la théorie, le concept et tout, mais en fait je ne comprends pas l'intérêt. Et j'ai beaucoup de mal avec ça et je sais que ça c'est pas voilà, c'est pas forcément toujours idéal. Et pourtant, ouais, j'essaye, mais je sais que
ça peut être, ça peut être mal vu ou ça peut être complexe, C'est mais ouais. c'est pratiquement intégralement basé sur l'implicite. C'est tous les alliances et les sous-entendus et les je dis ça, mais je pense un autre truc parce que comme ça, je sais que tu vas penser. Enfin, c'est. Ouais, mais surtout qu'en général, enfin, enfin, oui, mais quand quelqu'un est pas, enfin, sincère ou autre, enfin, moi, disons que enfin, de ce que j'ai compris dans mon diagnostic, c'est que j'ai réussi à bien, enfin, très, très bien analyser et comprendre le non-verbal et décoder, etc. En fait, bah, forcément, c'était un instinct de survie, on va dire, probablement à un moment. Et donc, ce qui fait que je vois bien quand la personne, elle n'est pas en phase avec ce qu'elle dit ou qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, etc. Et sur des choses, même moi, j'arrive pas forcément à savoir comment, quoi. Et du coup, enfin, je vois pas, je comprends pas l'intérêt. Mais Et si tu devais donner des conseils à des personnes qui arrivent dans le monde des travail et qui ont le diagnostic, parce qu'il y a quand même maintenant mm, amélioration, il y en a quand même de plus en plus. La personne la plus jeune que j'ai interviewée a 21 ans. ouais. Et qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ou de choses à faire ou pas faire? Alors, je pense que c'est très compliqué parce qu'il y a plein de paramètres et ça dépend de, pour bien répondre en fait voilà, du type d'entreprise, du type de la personne, de ce qu'elle veut dire ou pas dire, parce que en effet, on peut avoir un diag et pas vouloir en parler, ou on peut vouloir en parler. Moi, je suis plutôt, mais ça n'engage que moi, hein, parce que c'est propre à chaque personne, c'est important quand même de le dire. Moi, j'en parle, bah voilà, j'en parle librement. Je fais aussi beaucoup de posts, enfin, sur LinkedIn, trucs, etc. Enfin bref, j'ai décidé d'en parler parce que je pense que plus on sera nombreux et nombreuses à sortir des tabous, plus ça permettra aussi d'illustrer différentes facettes bah de voilà, c'est pas forcément uniquement, on parlait des clichés tout à l'heure, mais voilà, ça permet d'illustrer aussi que bah, là, notamment, on parle du spectre de l'autisme, c'est un spectre, donc ça vient sous plein de formats, de formes, de moments, etc. différents. Et donc voilà, donc moi je conseillerais, mais encore une fois, ça dépend, hein, évidemment. Il faut que la personne se sente aussi dans un environnement propice pour ça, c'est la première chose. Mais d'en parler, ne serait-ce que pour exprimer aussi des besoins, parce que contrairement à ce qu'on peut parfois penser, c'est pas des besoins qui, la plupart du temps, sont très compliqués à mettre en œuvre, auxquels répondre. Et pourtant, ça peut faire beaucoup, beaucoup de choses pour la personne. Et ça peut éviter aussi beaucoup de malentendus et de choses moi, je dis souvent faire la différence entre utiliser sa neurodivergence comme une raison ou comme une excuse. Et pour pas que ce soit vu comme une excuse, bah, ça demande aussi d'expliciter en quoi c'est une raison, en quoi on peut faire ci ou faire ça, et puis surtout être dans un climat de confiance. Et ça, c'est pour ça que, de mon point de vue, c'est pas finalement tant des conseils pour enfin, la personne, même s'il y en a, mais c'est aussi des conseils pour l'entreprise ou la structure ou l'école, qu'importe, qui est pour que les personnes se sentent OK pour être en confiance, pour parler de leurs différences, de leurs besoins, il faut que l'entreprise, par exemple, soit la plus inclusive possible. Donc, ça veut dire aussi de se remettre en question, d'être capable de sortir de ses propres biais et de se dire, bah, j'en sais rien, si telle personne, elle me dit pas bonjour ou peut-être qu'elle sourit pas, ça veut pas dire qu'elle est désagréable ou qu'elle m'aime pas. C'est peut-être juste que dans son mode de fonctionnement, elle n'a pas les mêmes besoins que moi, quoi. En fait, c'est plus ça, et ça, chaque personne peut le faire à son niveau, même au-delà de l'entreprise, quoi. Ouais, toi qui travailles à l'international, on en a parlé pas mal avec Marie et Angela, c'est que à l'international, c'est déjà des règles qui sont assez banales. C'est-à-dire que tu as Mm, un collègue, je sais pas moi, d'un pays très différent, un Hongrois, et toi, tu es espagnol, tu t'attends à ce qu'il se comporte pas comme toi. mm. Et Et finalement, c'est OK. voilà, les gens se posent beaucoup moins de questions. Et moi, je dis souvent que l'autisme, ça devrait devenir une culture. Enfin, comme une culture, les Hongrois versus les Espagnols, bah, les autistes, c'est une culture qui est pas ni moins bien ni mieux, mais à Mm. laquelle on peut juste dire, OK, bah, tiens, explique-moi comment tu fais, et puis explique-moi comment ça fonctionne, et ça peut marcher aussi. C'est ça, sachant qu'en plus, je pense comme on dit, il y a autant d'autisme que d'autistes. Donc c'est là aussi où c'est d'autant plus complexe parce que bah, si moi je raconte voilà, ma réalité et mes besoins, ils peuvent être très différents évidemment de quelqu'un d'autre sur le spectre. Et puis en plus, ça peut varier au cours de la vie. Donc c'est ça aussi qui est peut-être pas évident à appréhender. Mais moi, je pense enfin, en tout cas, moi, quand on me pose des questions, j'y réponds
toujours, parce que je trouve que justement, quelqu'un, ne serait-ce qui s'interroge, et c'est pas forcément évident, je pense, d'aller poser la question, de dire à quelqu'un, bah, excuse-moi, enfin, ok, j'ai compris que tu étais sur le spectre, enfin, c'est quoi tes besoins ou c'est quoi ta différence? Parce que parfois, on se dit, est-ce que c'est approprié aussi? Donc, je pense que parfois, il y a aussi des deux côtés, le fait de ne pas savoir comment l'adresser et par quel bout le prendre, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, encore une fois, j'en parle librement. Quand on me pose des questions, bah, j'y réponds. Euh, et voilà, et petit à petit, euh, ça permet aussi de faire évoluer les mentalités et de sortir des fameux clichés dont on parlait tout à l'heure, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu aurais voulu répondre? Que tu m'as pas posé probablement plein, mais auquel j'aurais voulu répondre. Un truc que Euh, tu as à dire pour faire plus simple. ouais. Un truc que j'ai à dire. Euh, non, mais je pense que bah, moi, c'est une comparaison que j'utilise souvent parce que enfin, voilà, je trouve elle illustre plutôt bien. Je pense qu'il faudrait partir du principe, en fait, que c'est un peu comme être gaucher ou gauchère, d'être enfin, autiste ou neurodivergent. Voilà, si t'es gauchère. Mais parce qu'en fait, il y a eu finalement les mêmes craintes, les mêmes mouvements, si on se rappelle dans les années 70 ou autres, où gaucher, gauchère, c'était vu comme ah, c'était la main du diable, c'était pas bien, il fallait rééduquer pour que les gens écrivent de la main droite. Euh, et il y a eu tout un truc comme ça. Et à partir du moment où ça a été OK, on a vu aussi une explosion du nombre de personnes qui ont été gauchers, gauchères. Comme là, on se dit, oh mon Dieu, il y a une explosion des diagnostics, est-ce qu'il y en a plus, etc. En fait, bah non, c'est juste qu'à partir de ce moment-là, l'environnement a fait que c'était OK d'être gaucher ou gauchère. Et maintenant, bah, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'il peut avoir des besoins, il peut avoir des ciseaux, par exemple, adaptés, certains outils. Et pour autant, on n'a plus du tout ce regard-là. Quelqu'un qui dit bah, je suis gaucher ou je suis gauchère, bah, enfin oui, bah ok. Ok, bah, peut-être il te faut des ciseaux différents, mais est-ce que tu as d'autres besoins? Bon, bah voilà, point. Un buvard si t'écris pour pas. Voilà, mais c'est tout. Et je pense qu'il faut le voir aussi de la même façon. Enfin, j'espère qu'on va le voir de la même façon aussi, surtout la neurodivergence. C'est une information, c'est pas une identité. Et voilà, ça doit pas faire peur plus que ça, c'est juste voilà, une différence. Super. Merci beaucoup. Ah, merci.